Vous rentrez chez vous ce soir-là, un sourire aux lèvres. Ce dîner dans ce petit bistrot lyonnais était fluide, intelligent, agréable. La conversation était facile, les rires étaient partagés. Vous avez senti une véritable connexion, quelque chose de rare, de prometteur. Le lendemain matin, vous envoyez un message simple et courtois, comme il se doit. J'ai passé une excellente soirée en votre compagnie. Au plaisir de vous revoir. Et puis, le silence. Un jour, 2 jours, une semaine. Le silence s'installe. Et avec lui, une incompréhension totale. Vous refaites le film de la soirée, encore et encore. Et vous ne trouvez aucune erreur, aucun faux pas. C'est à devenir fou. Moi, Sophie, je connais ce silence. Je l'ai moi-même pratiqué, et je vais vous dire ce qu'il signifie vraiment. Car il ne s'agit pas de vous. Il s'agit d'une décision qu'elle a prise, seule, bien après que le café fut terminé. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans cette situation, à repasser le film d'une soirée que vous jugiez parfaite, sans trouver la faille qui explique le silence qui a suivi? Vous êtes rentré chez vous satisfait, peut-être même optimiste, et la personne en face de vous a simplement cessé de répondre, sans explication, sans dispute, sans un mot. Ce sentiment d'impuissance, cette confusion face à un mur de silence que vous ne pouvez interpréter, je parie que vous l'avez déjà ressenti. Et vous avez sans doute pensé que les femmes de votre âge étaient devenues inutilement compliquées, alors que vous ne cherchiez au fond qu'une connexion honnête. La vérité, c'est que ce silence n'est pas une énigme, c'est une réponse. Simplement, il est écrit dans un langage que l'on ne vous a jamais appris à lire. Permettez-moi de vous donner le contexte. Les femmes de ma génération, nées dans les années 60, ont été éduquées d'une certaine manière. On nous a appris à être agréables, à ne pas faire de vagues, à faire en sorte que l'harmonie sociale soit maintenue. La confrontation directe, surtout dans un cadre de séduction, nous a été présentée comme une forme d'agression, un manque d'élégance. Alors, pendant le rendez-vous, notre rôle, tel que nous l'avons appris, est de faire en sorte que le moment soit plaisant pour tout le monde. Notre véritable jugement, la décision intime, ne se forme que très rarement pendant l'interaction. Elle se cristallise après, dans le calme et la solitude de notre propre espace. Cette pudeur que l'on nous a enseignée ne concernait pas que le corps, mais aussi les émotions. Exprimer un désintérêt de vive voix, dire « non, je ne souhaite pas vous revoir », nous semble encore parfois d'une brutalité terrible. Le silence, dans notre esprit, est une façon, certes maladroite et aujourd'hui datée, d'éviter une conversation potentiellement blessante et de permettre à l'autre de sauver la face. Ce n'est pas une méchanceté personnelle, c'est un héritage culturel. Maintenant, entrons dans le cœur du sujet. Car après ce dîner si agréable, elle est rentrée chez elle, et elle a procédé à ce que j'appelle l'autopsie du rendez-vous. Et c'est là que tout se joue. La première chose à comprendre, et c'est capital, c'est qu'un rendez-vous agréable et un rendez-vous prometteur sont deux choses radicalement différentes pour une femme de notre âge. J'ai les compétences sociales, l'éducation, pour passer une bonne soirée avec presque n'importe qui. C'est une question de politesse. Cela ne signifie en aucun cas que j'envisage une relation. Pendant que vous évaluiez le succès du moment présent, elle évaluait la viabilité d'un futur possible. Par exemple, vous avez parlé avec passion de votre projet de retraite. Vendre votre maison pour voyager 6 mois par an. Elle vous a écouté avec un intérêt sincère. Elle a posé des questions. Dans votre esprit, vous avez pensé « Super, nous partageons le même enthousiasme pour la vie. » Mais dans sa tête à elle, la pensée était peut-être « Il est plein de vie, c'est formidable. Mais moi, mes petits-enfants vivent à Lyon et je ne veux pas rater une minute de leur enfance. Je viens de retrouver une stabilité. Nos routes ne sont tout simplement pas les mêmes. » L'écoute polie n'est pas une adhésion. Ensuite, il y a le détail.
Le détail qui peut vous paraître insignifiant, mais qui pour elle est un signal d'alarme. Durant ces 3 heures, elle n'écoutait pas seulement vos histoires, elle scannait votre caractère. Au restaurant, peut-être avez-vous été un peu condescendant avec la jeune serveuse qui débutait. Ou bien, vous avez passé la majorité du dîner à parler de vous, de vos réussites, de votre carrière, peut-être même de votre ex-femme, sans jamais lui poser de questions profondes sur elle, sur ses passions, sur ce qui l'anime aujourd'hui. Vous avez sans doute pensé « Je suis un homme qui a de la conversation. Je me suis montré sous mon meilleur jour. » Mais ce qu'elle a entendu, c'est « J'ai passé 24 ans avec un homme qui ne s'intéressait qu'à lui-même. Je reconnais ce schéma. Je ne signerai pas pour une nouvelle saison. Plus jamais. » Après 60 ans, l'écoute est bien plus séduisante que n'importe quelle histoire que vous pourriez raconter. Et cela m'amène au point le plus sensible, le fantôme de son ex-mari. Une femme qui a derrière elle un mariage de plusieurs décennies ne rencontre pas un homme. Elle rencontre une histoire. Et elle a un détecteur extrêmement sensible au schéma relationnel passé. Un comportement qui vous semble anodin, voire prévenant, peut être pour elle le signe avant-coureur d'une dynamique qu'elle a juré de ne plus jamais revivre. Vous insistez pour choisir le vin, vous lui coupez la parole pour finir ses phrases en pensant être spirituel. Ce que vous communiquez, c'est « je prends les choses en main, je suis un homme de goût et d'esprit ». Ce qu'elle reçoit, c'est « il est contrôlant et ne me laisse pas ma place ». C'est exactement comme ça que Bertrand a commencé. Je connais ce film par cœur et je n'ai aucune envie de le revoir. Il ne s'agit pas d'un procès d'intention. C'est un réflexe de survie émotionnelle. Enfin, il y a le silence lui-même. Quand elle ne répond pas à votre message, votre première pensée est peut-être « c'est impoli, immature, voire cruel. Vous avez raison sur un point. Ce n'est pas la meilleure façon de faire. » Mais ne le prenez pas comme une arme destinée à vous blesser. Dans son esprit, c'est une forme de pudeur. Elle pense, à tort ou à raison, que le silence est moins blessant qu'une phrase de rejet explicite. Elle se dit « à quoi bon lui dire « vous êtes charmant, mais je ne me vois pas avec vous ». Il va légitimement demander « pourquoi ?» Et je devrais alors lister ce qui, pour moi, sont des défauts rédhibitoires. C'est humiliant pour lui et terriblement pénible pour moi. Le silence est plus doux. C'est une logique d'une autre époque, je vous l'accorde. Mais c'est souvent celle qui opère. Ce silence n'est pas une insulte. C'est une réponse qui dit « non merci », prononcée à voix basse. J'ai rencontré un homme, il y a quelques années. Un architecte, comme Bertrand. Très bel homme, divorcé, beaucoup d'humour. Nous avons dîné. La soirée était pétillante, vraiment. Mais à un moment, il s'est mis à parler de son divorce, qui datait pourtant de 5 ans. Il en parlait avec une telle colère, un tel ressentiment intact envers son ex-femme. Il la blâmait pour tout, sans aucune nuance, sans aucune prise de recul sur sa propre part. Je l'ai écouté, j'ai hoché la tête. J'ai été cette femme agréable que je savais être. La soirée s'est terminée sur une note charmante. Il m'a raccompagnée. Il était sans doute absolument persuadé que nous allions nous revoir. Je suis rentrée chez moi et j'ai su. J'ai su que ce ne serait pas le cas. J'ai compris qu'un homme qui, 5 ans après, est encore à ce point rongé par l'amertume, n'a pas fait la paix avec son passé. J'aurais passé mon temps à être soit la cible de sa méfiance, soit le pansement de ses vieilles blessures. Et ça, j'ai déjà donné. Il m'a envoyé un message charmant le lendemain. Je n'ai jamais répondu. Et il n'a jamais su que ce n'était ni son physique, ni son intelligence, ni notre conversation qui avait mis fin à notre histoire avant même qu'elle ne commence. C'était sa prison intérieure. Alors, que faire de tout cela ? Le but de cette confidence n'est pas de vous donner une recette magique pour obtenir un second rendez-vous.
il est de vous rendre le pouvoir. Quand vous comprenez ces mécanismes, vous cessez d'être la victime perplexe de la situation. Vous ne vous demandez plus pendant des jours « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Vous pouvez vous demander plus lucidement « Qu'est-ce que cette soirée m'a appris sur elle et sur ce qui est important pour elle ?» La confusion, qui est si épuisante, disparaît. Vous comprenez que son silence n'est pas un jugement sur votre valeur d'homme, mais une affirmation de ses propres besoins, de ses propres limites, de son propre chemin. Et cette information est précieuse. Vous pouvez alors aborder le prochain rendez-vous non pas comme un examen à passer, mais comme ce qu'il devrait être. Une exploration mutuelle, honnête et sans attente démesurée. C'est là, et seulement là, dans cet espace de lucidité partagée, que la vraie rencontre redevient possible. Vous rentrez chez vous ce soir-là, un sourire aux lèvres. Ce dîner dans ce petit bistrot lyonnais était fluide, intelligent, agréable. La conversation était facile, les rires étaient partagés. Vous avez senti une véritable connexion, quelque chose de rare, de prometteur. Le lendemain matin, vous envoyez un message simple et courtois, comme il se doit. J'ai passé une excellente soirée en votre compagnie, au plaisir de vous revoir. Et puis, le silence. Un jour, 2 jours, une semaine. Le silence s'installe, et avec lui, une incompréhension totale. Vous refaites le film de la soirée, encore et encore, et vous ne trouvez aucune erreur, aucun faux pas. C'est à devenir fou. Moi, Sophie, je connais ce silence. Je l'ai moi-même pratiqué. Et ce que je vais vous dire maintenant, aucune femme ne vous l'a probablement jamais dit en face. Ce silence ne s'agit pas de vous. Il s'agit d'une décision qu'elle a prise, seule, bien après que le café fut terminé. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans cette situation précise? À repasser le film d'une soirée que vous jugiez parfaite, sans trouver la moindre faille qui puisse expliquer le silence qui a suivi? Vous êtes rentré chez vous satisfait, peut-être même avec une pointe d'optimisme, et la personne en face de vous s'est simplement volatilisée. Elle a cessé de répondre, sans explication, sans dispute, sans le moindre signe. Ce sentiment d'impuissance, cette confusion face à un mur que vous ne parvenez pas à interpréter, je suis prête à parier que vous l'avez déjà connu, et vous avez sans doute pensé, avec un certain agacement, que les femmes de votre âge étaient devenues inutilement compliquées, alors que vous ne cherchiez, au fond, qu'une connexion honnête. Si je peux vous en parler avec cette assurance, ce n'est pas parce que je l'ai lu dans un livre, c'est parce que je suis l'une de ces femmes. J'ai grandi avec ces codes, j'ai été éduquée avec cette même pudeur qui nous empêche souvent de dire non frontalement. Et surtout, j'ai vécu 24 ans avec Bertrand, mon ex-mari, un homme qui, comme beaucoup d'hommes de sa génération, n'était pas doué pour les mots. J'ai donc passé la moitié de ma vie à apprendre à lire ce langage silencieux. La vérité, c'est que ce silence n'est pas une énigme, c'est une réponse. Simplement, il est écrit dans une langue que l'on ne vous a jamais apprise. Permettez-moi de vous donner le contexte. Les femmes de ma génération, celles qui sont nées dans les années 60, ont été éduquées d'une certaine manière. On nous a appris à être agréables, à ne pas faire de vagues, à faire en sorte que l'harmonie sociale soit maintenue à tout prix. La confrontation directe, surtout dans le cadre d'une rencontre, nous a été présentée non seulement comme un manque d'élégance, mais presque comme une forme d'agression. Alors, pendant le rendez-vous, notre rôle, tel que nous l'avons intégré, est de faire en sorte que le moment soit plaisant, pour vous et aussi pour nous. Notre véritable jugement, la décision intime, ne se forme que très rarement pendant l'interaction. Elle se cristallise après, dans le calme et la solitude de notre propre espace, une fois que la porte s'est refermée. Cette fameuse pudeur qu'on nous a tant inculquée ne concernait pas que le corps, mais aussi et surtout les émotions. Exprimer un désintérêt de vive voix, vous regarder dans les yeux et dire « Non, je ne souhaite pas vous revoir », nous semble encore parfois d'une brutalité terrible.
Le silence, dans notre esprit, est une façon, certes maladroite et aujourd'hui complètement datée, je vous l'accorde, d'éviter une conversation que nous imaginons blessante pour vous et pénible pour nous. C'est une tentative de permettre à l'autre de sauver la face. Ce n'est pas une méchanceté personnelle dirigée contre vous. C'est un héritage culturel. Et c'est précisément pour ça que, même si votre soirée était parfaite, la réponse que vous avez reçue était ce silence, car la vraie conversation, elle, a eu lieu sans vous. Maintenant, entrons dans le cœur du sujet. Car après ce dîner si agréable, elle est rentrée chez elle, et elle a procédé à ce que j'appelle l'autopsie du rendez-vous. Et c'est là que tout se joue. La première chose à comprendre, et c'est capital, c'est qu'un rendez-vous agréable et un rendez-vous prometteur sont deux choses radicalement différentes pour une femme de notre âge. J'ai les compétences sociales, l'éducation, pour passer une bonne soirée avec presque n'importe qui. C'est une question de politesse. Cela ne signifie en aucun cas que j'envisage une relation. Pendant que vous évaluiez le succès du moment présent, elle évaluait la viabilité d'un futur possible. Par exemple, vous avez parlé avec passion de votre projet de retraite. Vendre votre maison pour voyager 6 mois par an. Elle vous a écouté avec un intérêt sincère. Elle a posé des questions. Dans votre esprit, vous avez pensé « Super, nous partageons le même enthousiasme pour la vie ». Mais dans sa tête à elle, la pensée était peut-être « Il est plein de vie, c'est formidable. Mais moi, mes petits-enfants vivent à Lyon, et je ne veux pas rater une minute de leur enfance. Je viens de retrouver une stabilité. Nos routes ne sont tout simplement pas les mêmes. L'écoute polie n'est pas une adhésion. Ensuite, il y a le détail. Le détail qui peut vous paraître insignifiant, mais qui pour elle est un signal d'alarme. Durant ces 3 heures, elle n'écoutait pas seulement vos histoires. Elle scannait votre caractère. Au restaurant, peut-être avez-vous été un peu condescendant avec la jeune serveuse qui débutait. Ou bien, vous avez passé la majorité du dîner à parler de vous, de vos réussites, de votre carrière, peut-être même de votre ex-femme, sans jamais lui poser de questions profondes sur elle, sur ses passions, sur ce qui l'anime aujourd'hui. Vous avez sans doute pensé « Je suis un homme qui a de la conversation. Je me suis montré sous mon meilleur jour. » Mais ce qu'elle a entendu, c'est « J'ai passé 24 ans avec un homme qui ne s'intéressait qu'à lui-même. Je reconnais ce schéma. Je ne signerai pas pour une nouvelle saison. Plus jamais. Après 60 ans, l'écoute est bien plus séduisante que n'importe quelle histoire que vous pourriez raconter. » Et cela m'amène au point le plus sensible, le fantôme de son ex-mari. Une femme qui a derrière elle un mariage de plusieurs décennies ne rencontre pas un homme, elle rencontre une histoire. Et elle a un détecteur extrêmement sensible au schéma relationnel passé. Un comportement qui vous semble anodin, voire prévenant, peut être pour elle le signe avant-coureur d'une dynamique qu'elle a juré de ne plus jamais revivre. Vous insistez pour choisir le vin, vous lui coupez la parole pour finir ses phrases en pensant être spirituel. Ce que vous communiquez, c'est « je prends les choses en main, je suis un homme de goût et d'esprit ». Ce qu'elle reçoit, c'est « il est contrôlant et ne me laisse pas ma place ». C'est exactement comme ça que Bertrand a commencé. Je connais ce film par cœur, et je n'ai aucune envie de le revoir. Il ne s'agit pas d'un procès d'intention. C'est un réflexe de survie émotionnelle. Enfin, il y a le silence lui-même. Quand elle ne répond pas à votre message, votre première pensée est peut-être « c'est impoli, immature, voire cruel ». Vous avez raison sur un point. Ce n'est pas la meilleure façon de faire. Mais ne le prenez pas comme une arme destinée à vous blesser. Dans son esprit, c'est une forme de pudeur. Elle pense, à tort ou à raison, que le silence est moins blessant qu'une phrase de rejet explicite. Elle se dit « à quoi bon lui dire
Vous êtes charmant, mais je ne me vois pas avec vous. Il va légitimement demander « Pourquoi ?» et je devrais alors lister ce qui, pour moi, sont des défauts rédhibitoires. C'est humiliant pour lui et terriblement pénible pour moi. Le silence est plus doux. C'est une logique d'une autre époque, je vous l'accorde. Mais c'est souvent celle qui opère. Ce silence n'est pas une insulte. C'est une réponse qui dit « non merci », prononcée à voix basse. J'ai moi-même été cette femme silencieuse. Cela me rappelle une soirée, il y a quelques années. J'ai rencontré un homme, un architecte, comme Bertrand d'ailleurs. C'était un homme très bel homme, divorcé, avec beaucoup d'humour. Nous avons dîné et la soirée était pétillante. Vraiment. Mais à un moment, il s'est mis à parler de son divorce, qui datait pourtant de 5 ans déjà. Et il en parlait. Il en parlait avec une telle colère, un tel ressentiment encore intact envers son ex-femme. Il la blâmait pour tout, sans une once de nuance, sans jamais prendre le moindre recul sur sa propre part de responsabilité. Pendant qu'il parlait, je l'ai écouté. J'ai hoché la tête. J'ai été cette femme agréable que je savais si bien être. La soirée s'est terminée sur une note charmante. Il m'a même raccompagnée. Il était sans doute absolument persuadé que nous allions nous revoir. Je suis rentrée chez moi, et j'ai su. Avant même d'avoir retiré mon manteau, j'ai su que ce ne serait pas le cas. J'ai compris qu'un homme qui, 5 ans après, est encore à ce point rongé par l'amertume, n'a tout simplement pas fait la paix avec son passé. J'ai vu très clairement le rôle qui m'attendait. J'aurais passé mon temps à être soit la cible de sa méfiance, parce qu'après tout je suis une femme comme l'autre, soit le pansement de ses vieilles blessures. Et ça j'ai déjà donné. Il m'a envoyé un message absolument charmant le lendemain matin. Je n'ai jamais répondu. Et il n'a jamais su. Il n'a jamais su que ce n'était ni son physique, ni son intelligence, ni notre conversation qui avait mis fin à notre histoire avant même qu'elle ne commence. C'était sa prison intérieure. S'il avait pu parler de cette femme, même avec tristesse, mais avec une forme de paix, ou simplement de recul, s'il avait pu dire, ne serait-ce qu'une fois, nous avons eu notre part de responsabilité, toute l'histoire aurait pu être différente. Mais il ne le pouvait pas. Et mon silence, ce n'était pas un rejet de l'homme qu'il était ce soir-là. C'était un refus du rôle qu'il me destinait, sans même s'en rendre compte. Alors, que faire de tout cela? Le but de cette confidence n'est pas de vous donner une recette magique pour obtenir à coup sûr un second rendez-vous. Il est de vous rendre le pouvoir. Quand vous comprenez ces mécanismes, vous cessez d'être la victime perplexe de la situation. Vous ne vous demandez plus, pendant des jours, en ressassant chaque mot, « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Vous pouvez vous demander, avec bien plus de lucidité, « Qu'est-ce que cette soirée m'a appris sur elle et sur ce qui est véritablement important pour elle aujourd'hui ?» La confusion, qui est si épuisante, disparaît. Vous comprenez que son silence n'est pas un jugement sur votre valeur d'homme, mais une affirmation de ses propres besoins, de ses propres limites, de son propre chemin. Et cette information, aussi inconfortable soit-elle sur le moment, est en réalité précieuse. Elle vous permet d'aborder la prochaine rencontre, non plus comme un examen à passer, avec la peur de donner la mauvaise réponse, mais comme ce qu'elle devrait être à notre âge. Une exploration mutuelle, honnête et sans attente démesurée. C'est là, et seulement là, dans cet espace de lucidité enfin partagé, que la vraie rencontre redevient possible.